Bonjour et bienvenue sur Divergence Politique. Alors, premier épisode aujourd'hui avec Claude Janvier. 100% Janvier, c'est la nouvelle émission, Claude, que nous mettons en place. Claude, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Et puis Alexis, ben, je sais que en ce moment c'est pas facile pour toi, mais des fois les aléas de la vie font que c'est malheureusement pas facile. Et en ce moment pour moi non plus d'ailleurs, et pour mon Euh, épouse non plus. Mais bon, on fait avec. En tout cas, je suis ravi d'être là avec toi pour cette première 100% janvier. J'aime bien. Tu as trouvé un titre absolument parfait. Voilà. Eh ben voilà, toutes les semaines, on va avoir le plaisir un petit peu de reprendre l'actualité avec tes yeux, avec ton regard, un petit peu comme on fait toutes les semaines, notamment avec Nicolas Mirkovic. On va lancer le générique et puis vous le voyez sur cette vignette de première émission, on va partir avec toi, Claude, dans le Donbass. Tu vas nous raconter tout ce que tu y as vu, tout ce que tu y as entendu et on va pouvoir avoir là pour le coup un regard non mainstream. Tout de suite, générique. Allez, nous voilà pour parler un petit peu du Donbass. Claude, dans ce premier épisode de 100% janvier. Claude, avant toute chose, comment es-tu arrivé justement bien à Donetsk, à Mariupol? Comment s'est organisé ce voyage? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, eh bien, qui t'invitait? Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. Et en fait, comment tu as fait la démarche de venir de France jusque dans le sud de la Russie, devrais-je dire l'est de l'Ukraine? Bah écoute, c'est simple. Deux connaissances et amis d'ailleurs m'ont parlé à un moment donné de l'organisation d'un press tour. C'est Lucien Cerise, je pense que nos amis internautes connaissent bien. Et l'autre personne, c'est Alain Soral, qui est déjà venu en Russie aussi, que je pense que nos amis internautes connaissent bien aussi. Donc voilà, ils m'ont parlé que tous les deux qu'il y avait des press tours qui pouvaient s'organiser. Et donc, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'ai dit, bah oui, bien sûr, puisque de toute façon, il vaut mieux aller voir sur place que de juste rester dans son salon à Mhm. siroter un petit thé et à grignoter quelques gâteaux, n'est-ce pas, comme font nos journalistes mainstream en règle générale. Donc voilà, donc j'ai sauté sur Ils sont pas l'occasion. ôtés. Je suis pas certain qu'ils soient ôtés non plus. Je te le dis tout de suite. Ah, ouais, je voulais être soft un peu, mais j'aurais peut-être dû. C'est sur Divergence, tu peux. Bon, alors donc, ils ont tout organisé. C'est un press tour qui est organisé par un média. Je te dirai pas le nom parce que Lucien pourrait te le dire, mais là, ça me vient pas. Donc, c'était eux les organisateurs, avec bien évidemment en liaison avec le ministère donc de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Mhm. Euh, En fait, le but du jeu, c'est d'inviter des journalistes indépendants, des écrivains, etc., des enquêteurs venus du monde entier pour venir voir sur place et ensuite témoigner de ce qu'ils ont vu. Donc, nous étions une dizaine, trois francophones, Lucien Cerise, Alexandre Pénas, pardon, du média Kéros, du média libre belge Kéros, moi-même. Donc ça, c'était trois francophones. Il y avait deux Slovaques, un Brésilien, deux Américains et deux Turcs. Voilà. Donc, le tout traduit en anglais parce que le russe, ma foi, on est peu. À part Lucien qui le pratique un peu, on pratique pas. Mhm. Nous étions encadrés par deux magnifiques personnes très compétentes et très gentilles, Oleg et Olga. Mhm. Et donc, voilà, c'était un press tour bien organisé. Alors, moi, c'était un double plaisir, j'allais dire. C'est-à-dire le plaisir, un, d'aller en Russie pour la première fois. Et d'ailleurs, c'est là, Alexis, que nous avons eu le plaisir de se rencontrer de visu. Physiquement. Et, Mhm. et là, c'était vraiment un réel plaisir. Et d'ailleurs, je te remercie un peu de tout
de tout ce que tu m'as fait découvrir à Moscou parce que tu m'avais dépêché quelqu'un qui travaillait avec toi et qui m'a servi de guide. Enfin, c'était absolument parfait. Je t'en remercie. Et ensuite, bien évidemment, nous avons été dans le Donbass où là, c'était beaucoup moins rigolo et Ah, beaucoup moins c'était sympa que moins Moscou. accueillant que Xavier Moreau et moi-même. Je Voilà, c'est ça. Oui, avec Xavier Moreau, que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer de visu, effectivement. Ouais. On Voilà. voit les images d'ailleurs sur le côté, là où tu arrives sur un camp d'entraînement, c'est ça, si je dis pas d'erreur? Oui, alors voilà, c'est ça. Ça, c'était le troisième jour. En Mmh. fait, on a passé 3 jours dans le Donbass. Bon, le Mmh. premier jour, on était donc à Donetsk, à la ville de Mmh. Donetsk, où nous avons fait un tour de ville pour constater les destructions et les reconstructions. Nous avons été nous recueillir devant le mémorial des enfants martyrs de la ville de Donetsk. Nous avons visité le mémorial 39-45, le musée, j'allais dire musée de la guerre, enfin musée militaire, et le musée aussi, enfin pas un musée d'ailleurs, un mémorial plutôt des héros qui ont créé la République populaire de Donetsk, qui sont morts d'ailleurs dans la tentative. Mais bravo à eux parce que grâce à eux, effectivement, le Donetsk n'est plus sous les bombardements Mmh. intensifs des gouvernements ukrainiens félons depuis 2014. Et nous sommes allés aussi à l'université donc de Donetsk à la rencontre d'étudiants et nous avons réussi à converser avec un bon nombre d'entre eux. Le jour numéro 2, effectivement, les images que tu montres à côté, l'image que tu montres à côté, c'est à Gorlovka, Oui. cité martyre, qui est située à un peu moins de 20 kilomètres du front. Donc là, c'est en danger permanent. C'est-à-dire que cette ville, en fait, c'est-à-dire que quand on habite cette ville ou quand on y est, simplement, on peut mourir d'une minute à l'autre. À Donetsk aussi, mais c'est moins évident aujourd'hui parce que les Mmh. bombardements, quand même, sont moins Plus intenses, éloigné. Les sont beaucoup positions plus sont plus éloignés. éloignées, donc pour Voilà. les distances ou les capacités de tir, en fait, c'est plus compliqué aujourd'hui pour l'armée ukrainienne, effectivement. Voilà. Alors qu'en réalité, qu'en fait, plutôt Gorlovska, où là, c'est extrêmement périlleux. Alors, Mmh. nous avons été accueillis d'abord par la directrice d'une école qui en pleurait d'ailleurs de voir des étrangers oser venir dans sa ville pour pouvoir témoigner ensuite. Mmh. Nous avons eu un film émouvant commémorant donc malheureusement la mort des enfants martyrs donc de la ville de Gorlovska, et le dernier en date d'ailleurs qui sortait de l'école et qui rentrait chez lui date d'avril 2025, hein, Mmh. c'est-à-dire qu'il y a eu un missile qui a été envoyé par un drone et donc voilà. Et nous avons fait un petit tour de ville et l'image que tu montrais à l'instant, c'était juste avant celle-là. Parce que celle-là, c'est la rencontre avec monsieur Denis Pouchiline, qui est donc le chef de la République populaire du Donetsk. Oui, Et l'image on d'avant, pourrait dire c'était un gouverneur, quoi. un gouverneur. Il l'appelle chef, lui, parce que, bon, enfin, oui, gouverneur. Et que c'était un plaisir, un honneur d'ailleurs de rencontrer. Mais donc pour Gorlovka, l'image, effectivement, un bâtiment Mmh. qui a été soufflé, dont la moitié a été détruit en pleine nuit par un missile tombé d'un drone, parce que la mort vient des drones Oui, c'est aujourd'hui, hein. mmh. Et c'est plus les orques de Staline, Mmh. tu sais, les fameux canons là qui envoyaient beaucoup d'obus très vite. Mmh. C'est toujours le cas, mais c'est surtout maintenant des drones. C'est-à-dire que les drones, c'est la mort silencieuse. C'est-à-dire qu'on les voit pas venir, ils sont là, tout d'un coup, ils arrivent et pan, ils lâchent un missile ou une bombe. L'instant d'après, bah voilà, c'est. Alors l'immeuble donc avait été à moitié dévasté, donc et il y a une autre moitié de cet immeuble encore debout avec deux personnes qui habitent encore dans cet immeuble, On dont un rappelle, monsieur. Claude, Ouais. cet immeuble, on parle bien d'un immeuble d'habitation civile. Ah bah absolument, oui, oui, rien à voir avec une position militaire, ça nous sommes bien d'accord. Et c'est vraiment, oui, oui, effectivement, tu as raison de le préciser, et c'est vraiment
D'ailleurs, il faut le préciser, ce ne sont pas des missiles et des bombes tombées de drones envoyés par la Fédération de Russie, hein. Ce sont bien des missiles et des bombes envoyés avec des drones par Volodymyr Zelensky, l'OTAN et les USA, hein. Il faut bien cadrer les choses. Donc, ces deux appartements étaient encore occupés. Il y a un monsieur d'un des appartements qui a accepté de répondre à nos questions. Ce monsieur était quand même en état de choc. Parce qu'il était en état de choc, parce que tout d'un coup, en pleine nuit, il a été réveillé en sursaut par une formidable explosion qui a détruit donc et tué tous ses voisins. Lui-même n'a pas été tué puisque son appartement est encore debout, intact, mais il a été évidemment hyper choqué comme on peut se l'imaginer, quoi. Et donc il a accepté de répondre à nos questions et on voit bien que c'est terrible ce que les habitants de cette cité puissent vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils vivent avec la boule au ventre, ils vivent avec la peur au ventre. C'est-à-dire que quand ce sont des parents qui envoient leurs enfants à l'école, ils sont dans une peur permanente parce qu'ils ne savent pas si leur enfant va revenir intact et eux-mêmes, ils savent pas si de toute façon leur appartement ou leur maison va rester intact. Donc, c'est absolument terrible et c'est vraiment à l'encontre je dirais, des conventions internationales. C'est-à-dire que là, ce sont des civils qui se font pilonner encore et encore depuis 2014. Hein. Faut quand même le savoir, depuis 2014, cette région du Donbass, cette grande région du Donbass, se prend des bombes quotidiennes par le camp du bien, hein, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky, les USA et l'OTAN, quoi. Bombarder des civils, c'est absolument inadmissible et c'est malheureusement ce qui passe au quotidien. Donc nous avons quitté après Gorlovka, le cœur un peu lourd quand même, c'était assez oppressant et on se l'imagine bien. Et nous nous sommes dirigés ensuite vers Mariupol. Où Mariupol, bon, il y a eu d'énormes combats, hein, comme chacun le sait, entre février donc 2022, date du lancement de l'opération spéciale par le président Poutine, et jusqu'en mai 2022, où il y a eu d'âpres combats pour la libération de Mariupol par les forces de la Fédération de Russie. Et Mariupol aujourd'hui est hors d'atteinte des bombes, là, et c'est tant mieux. Et ils ont mis vraiment le turbo pour la reconstruction. C'est-à-dire, alors il y a encore des immeubles détruits, bien sûr, mais à côté, on voit bien que beaucoup d'immeubles sont reconstruits très vite et très, très joliment reconstruits. C'est-à-dire, petit immeuble de 4-5 étages maxi, avec un revêtement de peinture dérivé de l'ocre jaune, tout un tas de dérivés de cette belle couleur. Donc on voit bien, et le théâtre, d'ailleurs, nous étions devant le théâtre Le fameux théâtre. Mariupol, qui est reconstruit quasiment à l'identique. D'accord. Alors, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, Alexis, c'était assez drôle parce que j'étais en train de filmer donc ce théâtre. Et tout d'un coup, je vois deux personnes se diriger vers moi. Ils sortaient donc de l'enceinte du théâtre, mais qui est une enceinte de travaux, parce que pour l'instant, il est toujours en reconstruction. Et il y a une personne qui s'adresse à moi en russe. Alors évidemment, je la regarde, je lui dis désolé, je lui dis en anglais, je comprends pas. Il me regarde, il me dit français. Je lui dis bah oui, français. Ah, il me dit moi, je suis arménien. Et en fait, il me dit Charles Aznavour. Ah, Charles Aznavour. Il était tout content de parler un français parce que Charles Aznavour était quand même un grand chanteur arménien, comme on le sait, mais il a fait toute sa carrière en France et il était vraiment content de partager avec moi son morceau de connaissances et tout. Et il m'a confié qu'il travaillait, il était là pour La la reconstruction. reconstruction du théâtre. Voilà. Alors justement, ça c'est intéressant ce que tu expliques. Quel est le sentiment des gens sur place? Est-ce que tu as été toi en tant que Français bien accueilli? Ça a l'air visiblement. Est-ce que non, justement, tu as trouvé d'hostilité, de personnes qui te disent, bah la France, vous êtes aussi partie prenante de nos malheurs ici, sur place. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un entre-deux un petit peu? Voilà. Quelle a été la perception des citoyens? Ah bah, la perception des citoyens, c'est non, aucune animosité. Aucune animosité. Pourtant, bah, effectivement, les Français,
pourrait, hein. Les Français font partie des ennemis, hein, puisque les Français ont livré beaucoup d'armes à Zelensky, ont même envoyé des troupes au sol. Donc, non, non, en revanche, aucune animosité, aucun ressentiment. Et nous avons été vraiment favorablement accueillis par l'ensemble des gens avec qui on a pu échanger, quoi. Donc, Si on parle justement de leur perception, toi, de ce que tu as pu en dialoguer avec eux, est-ce que véritablement on est dans cette dictature russe où les gens sont sous la terreur et ils se taisent de peur de représailles, ou est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des gens qui étaient heureux de trouver finalement nation au sein de la Fédération de Russie et notamment à Mariupol, puisque Mariupol est une ville qui a été qui est en pleine reconstruction du fait des combats âpres qu'il y a eu. Est-ce que eux se sentent heureux aujourd'hui que la vie reprenne au sein de la Fédération de Russie, ou est-ce que tu crois vraiment que vraiment ils se cachaient ou ils taisaient leurs mots pour pas publiquement être connus en tant qu'opposants? ah ben non, absolument pas, hein. Ma foi, aucune répression visible, les gens tranquilles, la vie reprend ses droits. D'ailleurs, nous avons déjeuné dans un restaurant à Mariupol, hein, puisqu'on arrivait tout droit de Gorlovska et qu'il était à peu près 14 heures. Donc, nous avons déjeuné dans un restaurant où nous avons goûté d'ailleurs cette fameuse cuisine russo-géorgienne. Le tout dans une ambiance techno-disco. Ça m'a un peu surpris. Je m'attendais pas à trouver de la techno-disco dans un resto à Mariupol, mais bon. Et ceci dit, le restaurant était bondé et les gens mangeaient tranquillement et il y a pas de problème particulier. Non, non, chaque fois qu'on a échangé avec des gens, ils sont pas du tout sous la coupe de dictature répressive comme on nous le fait croire en Occident. Mais en fait, en Occident, on nous fait croire, enfin, ils essayent de nous faire Mmh. croire à beaucoup de choses et en fait, ils mentent sans arrêt. C'est fou d'ailleurs comment des journalistes puissent avoir un niveau d'intégrité et d'éthique aussi bas, aussi au ras les pâquerettes. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Alors, parce qu'en plus, ce qu'il faut quand même signaler, et ce qui est intéressant, c'est que je discutais avec Oleg et Olga, donc nos deux organisateurs donc, Mmh. du Press Tour, et ils nous disaient, mais c'est fou parce que nous avons invité depuis longtemps tous les médias occidentaux à venir voir sur place. Et il n'y en a aucun qui vient. Aucun qui vient. C'est ça qui est fou, c'est que en réalité, pour la France, ni TF1, ni France 2, Mmh. ni d'autres chaînes ne viennent, ils envoient personne la main pour voir sur place réellement. Non, non, il faut surtout continuer à mentir, surtout à continuer à propager cette propagande monstrueuse, honteuse. Je sais même pas comment ils peuvent s'appeler encore journalistes. C'est une trahison, mais c'est une trahison de la déontologie même d'un journaliste, quoi. Mmh. C'est Oui, complètement enfin, fou, quoi. ceci dit, c'est une trahison de quoi? Finalement pas du tout de la mission pour laquelle ils œuvrent. Finalement, cette propagande, elle a pour vocation de permettre de continuer en toute impunité les livraisons d'armes, le maintien du conflit, là où la diplomatie pourrait être une solution, accessoirement. Ça permet aussi de favoriser le fait que, eh bien, nos impôts servent à couvrir tout ça. Je le rappelle, on en parlait cette semaine avec notamment Thierry Mariani dans son émission Mariani 360, que c'est à peu près 400 millions d'euros pour lesquels pardon, non, en fait pas nous. Van der Leyen nous a engagés. Voilà, donc 400 millions d'euros pour la France, hein, pour la seule partie française, Ouais, puisqu'on parle d'un absolument. ensemble de 2 milliards d'euros. Et donc la France étant tenante pour 19% en fait des dépenses européennes, eh bien voilà, les mathématiciens feront les calculs, mais voilà.
Claude, finalement, cette propagande permanente en France, toi, de ce que tu en as vu, et justement, là, c'est intéressant, on va partir sur un autre sujet, on va partir sur le sujet du front. Tu l'as vu, alors zut, je me suis trompé de photo, pardon, autant pour moi, pourquoi je cliquais sur une photo et c'est pas du tout celle qui s'est affichée, je vais la supprimer. Voilà, c'est celle-ci que je voulais afficher. Tu as donc visité des camps d'entraînement militaires, tu as vu ces soldats. Est-ce qu'ils vont abandonner? Est-ce que tu as eu l'impression qu'ils ne voulaient pas aller jusqu'au bout de leur engagement militaire? Ah bah, bien sûr que non, ils iront jusqu'au bout. Mais alors, c'est bien que tu en parles parce qu'on va préciser quand même pas mal de petites choses là. C'est-à-dire que le jour numéro 2, donc Gorlovka, Mariupol, le soir, nous avons un rendez-vous avec une petite section d'un bataillon ukrainien. Alors, c'était dans un endroit paumé en plein milieu de nulle part, mais ça, ils se méfiaient. Voilà, c'est celle-là. Ils se méfiaient. Et d'ailleurs, pendant qu'on les interviewait et pendant qu'effectivement on conversait, il y avait un des leurs qui scrutait sans arrêt le ciel pour voir s'il n'y avait pas un drone qui arrivait. Comme quoi, les drones sont vraiment aujourd'hui malheureusement prépondérants et c'est un grand souci même pour les militaires parce qu'ils savent très bien que malheureusement la mort peut arriver très très vite. Alors le lendemain, donc rendez-vous comme tu l'avais montré avec Monsieur Denis Pouchiline, donc le gouverneur de la République populaire de Donetsk. Et ah ben là, ce que tu es en train de diffuser en vidéo, c'est les abris de l'école à Gorlovska. C'est-à-dire que voilà, quand les sirènes retentissent, voilà où les élèves et les professeurs sont obligés d'aller se réfugier jusqu'à temps que l'alerte soit passée. Donc dans des sous-sols, dans des caves, voilà. Donc je vous laisse apprécier, amis internautes, un peu cette petite vidéo que j'avais tournée. Et donc après ce rendez-vous fort intéressant avec Monsieur Denis Pouchiline, l'après-midi nous l'avons passé immergé au sein du bataillon Krivinos. Alors le bataillon Krivinos, peu d'occidentaux le savent, mais c'est un bataillon de forces ukrainiennes qui, dès le début, ne se sont pas rangés aux côtés de Volodymyr Zelensky et bien évidemment pas de l'OTAN et des USA, mais qui se sont rangés aux côtés des forces russes pour libérer leur pays, c'est-à-dire pour libérer l'Ukraine de l'oppression de l'OTAN et des USA. C'est ça qui est très intéressant. Donc ce bataillon Krivinos, ils nous ont fait partager leur entraînement. Alors déjà, ils nous ont obligés de mettre un gilet pare-balles qui pèse au moins, on sait rien, 10-12 kilos, plus le casque. Je me suis dit, la vache, quand même, pour aller guerroyer avec déjà ça sur le dos, sans compter le reste de l'équipement, la Kalachnikov, etc. Il faut être Faut être en bonne condition. il faut être en bonne condition physique, hein. Ensuite, ce qui était assez poignant, c'est que nous avons échangé avec ces militaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des militaires de carrière, mais il y a aussi, et beaucoup, de simples citoyens. Il y avait là un professeur de japonais qui s'était engagé pour libérer son pays. Il y avait un auto-entrepreneur, il y avait un électricien, il y avait un agent immobilier. Et tous, ils se sont engagés pour libérer leur pays du joug de l'OTAN et des USA. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ces gens, ça m'a fait un coup au cœur parce que je me suis dit, ah, mais si je reviens dans 6 mois, combien vont être encore vivants? Alors que ce sont des jeunes, ils sont mariés pour la plupart. Et même, il y a quelque chose de poignant. À un moment donné, j'ai vu, parce qu'on pouvait les filmer, hein, et on avait leur autorisation. Donc, à un moment donné, il y en avait un, il avait accroché à son treillis un petit doudou un petit D'enfant? nounours, quoi, un petit doudou. Donc, oui, d'enfant. Donc, j'ai été filmé de près ce petit doudou et il m'a fait comprendre, bon, évidemment, j'ai eu un traducteur parce qu'il parlait pas l'anglais, il parlait que le russe. J'ai fait comprendre, il m'a fait comprendre que c'était le doudou de son fils, quoi. Ah ouais, quand même. Donc, c'est du lourd quand même, hein. C'est du lourd. Et on voit bien que cette satanée guerre insensée, voulue par les Américains et l'OTAN, il faut quand même toujours le souligner, n'est pas perdu pour tout le monde parce que si tu le permets, une petite digression, Alexis, mais les actions des marchands de canons se portent très bien. J'ai vu passer une dépêche avant-hier
Pour la France, Thales, qui est le plus grand complexe militaro-industriel français, la performance sur un an des actions de Thales, c'est 72%. La performance sur 3 ans, selon les économistes, est donnée à plus 129%. Le géant anglais, le frère jumeau de Thales, mais pour l'Angleterre, le BAE System, plus 56% de performance sur un an, plus 149% de performance sur 3 ans. Le géant américain Raytheon Technologies, plus 33%, plus 94% sur 3 ans. Norton Grumman, un peu moins, lui, plus 8, mais plus 20 sur 3 ans. Et l'allemand Rheinmetall, plus 30%. Ah, c'est pas perdu pour tout le monde, c'est-à-dire que ces espèces de criminels et de dirigeants que nous avons à la tête de nos pays, des dirigeants psychopathes, parce que j'ai pas peur des mots, c'est des mots qui n'engagent que moi, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la guerre, ils veulent de la guerre, plus de misère, plus de souffrance, tout ça pour engraisser les marchands de canons, tout ça pour engraisser l'État profond américain et les États profonds des pays européens, sous la houlette de Madame Ursula von der Leyen. Donc, ça va, quoi. Je veux dire, quand on n'arrête pas de nous seriner en Europe, on nous dit ah, c'est les méchants Russes, les méchants Russes. Mais est-ce que la Russie a agressé beaucoup de pays depuis son existence? En revanche, les Anglo-Saxons, oui, j'avais écrit un billet il y a un an là-dessus, d'ailleurs, qui est toujours d'actualité. Les Anglo-Saxons, depuis 1880, il faut le souligner, sont responsables de la mort de 500 millions de personnes. Ça veut dire que les Anglo-Saxons ont tué plus que la population de l'Europe aujourd'hui. Ça a commencé avec les 2 guerres de l'opium en Chine, 120 millions de morts. Ça a continué avec la fameuse colonisation de l'Inde. Vous savez, tu sais, Alexis, la colonisation de l'Inde, on nous l'a servi. Ah, la Compagnie des Indes, oui, oui, 100 millions de morts. Ah ouais, non, ça a été super sympathique, sans compter la guerre du Vietnam, de Corée, toutes les saloperies de bombes qu'ils ont envoyées, les mines antipersonnelles, il y en a toujours. Et ils envoient aussi des mines antipersonnelles d'ailleurs, des bombes à sous-munitions, pardon. Ils en envoient toujours à Donetsk et à Gorlovska. Hein. Et ces bombes à sous-munitions, c'est vraiment une belle... Oui. Et c'est vraiment criminel, c'est interdit par les conventions internationales, hein, faut le savoir. Donc ça va, les Anglo-Saxons, c'est bon là. On commence un peu, ça va bien quoi. Hein, je veux dire. Mais c'est pas fini. C'est pas non, fini. c'est malheureusement pas fini. Mais c'était bien. Eh C'était oui, bien que je remette un peu les choses au point, tu vois. Mais tu as bien fait, tu as bien fait. Mais pour ceux qui pensaient qu'avec Trump, les choses seront différentes, eh bien, détrompez-vous. Les choses seront toujours les mêmes, puisque tu as dit, Claude, finalement, l'argent est le nerf de la guerre. Oui. Eh bien, voilà. Tout C'est simplement. malheureux. Tu sais, beaucoup de gens pensent Donald Trump. Ben, Donald Trump, il fait ce qu'il peut. Il n'a pas que des mauvais points, il a aussi des bons points, quelques bons points. Mais je veux dire, le problème, c'est ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il y a un État profond américain à côté. Et cet État profond, c'est pas en 4 ans de mandat qu'un président américain peut contrecarrer efficacement. Parce que cette constitution américaine a été écrite justement pour favoriser l'existence et la continuité d'un État profond qui, lui, continue à gouverner indépendamment du président. C'est complètement ridicule. Je veux dire, 4 ans de mandat avec des élections de midterm, donc à 2 ans, c'est du grand n'importe quoi. Tu peux pas redresser un pays ou modifier la politique d'un pays en l'espace de 2 ans, voire de 4 ans. C'est quasiment impossible. Ceci dit, je pense, mais ça n'engage que moi, que Trump s'est déjà couché. Voilà. Je pense qu'il y avait 12 rounds, et bien, fin de premier round, c'était déjà KO. Voilà. Ouais. Claude, c'est une émission en tout cas passionnante. On pourrait parler du Donbass pendant des heures. On pourrait parler de la tristesse de tout ce qui se passe. Malheureusement, eh bien, on devra continuer à veiller, à pas abandonner, aussi à donner de l'information comme tu as fait, parce que contrairement à toi, ces médias de grand chemin dont on parle souvent avec Xavier Moreau sur cette chaîne, avec Fabrice Sorlin qui lui aussi connaît très bien le Donbass, avec Nicolas Mirkovic, bien entendu, qui connaît lui aussi très bien le Donbass. Eh bien, ces médias de grand chemin, LCI et compagnie, eux ne sont jamais venus ici. Ils ne sont jamais venus. Ils ne connaissent pas. Voilà.
Donc, Ouais, voilà, les personnes qui, comme toi, ont fait le chemin, ont vu de leurs propositions, ont parlé avec les populations, c'est capital. Je te remercie pour ce premier épisode de nous avoir raconté ton aventure, ton déplacement. C'est une vraie aventure que de venir dans le sud de la Russie. C'est voilà, c'est compliqué en termes de temps, je veux dire de transport, de conditions de transport, de sécurité, bien entendu. C'est pas un acte anodin et tu as été très brave, Claude. Donc je te félicite. Et puis quoi? On se merci, dit merci Alexis. Si tu le permets, en bien deux sûr. secondes, ils ont de Allez. l'humour, les soldats quand même du bataillon Krylinos, parce qu'ils nous ont remis à chacun de nous quelque chose d'assez drôle. Et je vais le montrer. Ça va être bientôt le nouveau billet de 100 dollars aux USA. Voilà. Et il Ah y a bah la voilà. tête à, et ben voilà. Je laisse à Mmh. nos amis internautes de reconnaître la tête. Mmh. La tête. Voilà, ça va être le nouveau billet de 100 dollars. Ils nous ont remis ça à chacun de nous. Je trouvais ça drôle. Bon, Et ils nous ont garde-le remis bien, ça, aussi, voilà. et ils nous ont Garde-le remis bien, ça aussi aura de la valeur. le nouveau billet de 200 euros bientôt en Europe Ah, avec le fameux drapeau aux couleurs là-bas voilà, là-haut des couleurs de LGBTQ+, mmh, etc. mmh. Ouais, voilà. Ils ont de l'humour parce qu'il y en a un qui nous a dit, alors, il y a toujours du LGBTQ+, chez vous, beaucoup? Bah, oui. Malheureusement, oui. Ouais. Et il y a toujours l'impératrice sur celui-là. Allez, on se retrouve donc dans notre nouvelle émission 100% janvier. On se retrouve mercredi soir prochain dans une semaine. D'ici là, passez une très bonne semaine avec Nicolas Mirkovic, avec Xavier Moreau, Fabrice Orlin, avec Thierry Marianil mardi. Voilà. Claude, merci mille fois pour cette première émission. Et puis je te dis à la semaine prochaine sur Divergence Politique. Merci, Alexis.